Salut, c'est Alan de Filf le podcast et c'est moi qui vais vous partager ma scène de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler de Promesse. Une œuvre artistique, en fait, nous vend une promesse. Enfin, en tout cas, c'est à la base, une œuvre artistique nous fait une promesse, en tout cas. Et souvent, cette promesse est un argument de vente. Pour faire très simple, par exemple, au cirque, on va avoir des annonces qui vont dire venez voir les jongleurs, venez rigoler avec les clowns. On a cette promesse d'un spectacle varié, on a la promesse que les clowns vont nous faire marrer. Donc une œuvre, c'est toujours comme ça. Et même les films avant, on avait surtout les films qui étaient vendus comme du sensationnel, comme le sont un peu même les blockbusters encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est cette promesse du spectacle, du grand spectacle, comme certains films d'horreur. C'est la promesse d'un truc flippant. Viens voir ce film, tu vas flipper. Ou tu vas voir... Tu vas voir telle créature ou ne pas la voir, justement, mais c'est ça qui va être cool. Enfin, voilà. Mais vaut mieux, à un moment donné, la montrer quand même. Si on te promet de voir une créature étonnante, à un moment donné, il faut la montrer. Mais pas forcément tout le long du film. Par exemple, je sais pas, Jurassic Park te promet de voir des dinosaures. Donc, si jamais... ça manque un peu de dinosaures dans le film, et en plus, il n'y en a même pas tant que ça. Mais ça va, le film s'en sort très bien, heureusement. Mais voilà, mais si on te promet d'avoir un film avec des dinosaures et que les attentes ne sont pas vraiment tenues, et ben là, ça peut poser problème. Et en fait, c'est un truc que les films oublient un peu aussi en ce moment, et aussi même le marketing. Le marketing vend des films pour ceux qui ne sont pas, et les œuvres font des promesses qu'elles ne tiennent pas forcément, en fait. Et il y en a pas mal d'œuvres comme ça en ce moment. Il faut recentrer, les gars. Pourtant, c'est vraiment pas compliqué. C'est vrai que n'importe quelle œuvre, de base, ça va te faire une promesse. Et il faut au moins que ce statu quo soit maintenu pour pas forcément faire une bonne œuvre, mais au moins que ce ne soit pas décevant, quoi. Et si ensuite l'œuvre finit par même dépasser les attentes, là, c'est que du bonheur, évidemment. Mais comme en magie. Du coup, ça me fait penser au Prestige aussi. Nolan en faisait un peu sa thématique dans le film. Où un tour de magie est composé de trois parties. Donc au début, c'est la promesse. On va te faire un tour. Et puis après, il y a les autres parties que je me souviens plus. Mais j'essaye de me souvenir là comme ça, mais je me souviens plus. Mais en gros, le déroulement, le twist, parce qu'il faut un petit twist après. Enfin, je sais plus. Et revoyez le Prestige de Nolan pour avoir plus de renseignements là-dessus. Et donc, du coup, ce qui m'amène à la scène de la semaine, qui est à peine une scène, en fait. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une scène. Donc, c'est Buzz l'éclair de Pixar, Disney Pixar, mais je préfère dire quand même Pixar, qui est un studio fantastique pour faire des films d'animation, un peu moins une fois que Lasseter soit parti, même s'il y a eu toutes ces histoires autour de Lasseter. N'empêche, c'était quand même un peu le cœur du studio. Et bref, Buzz l'éclair. On va partir là-dessus. Je ne vais pas commencer à m'étendre sur Pixar, n'importe quoi. Donc Buzz l'éclair commence avec un fond noir et un petit texte blanc qui indique que le film qu'on va voir, c'est donc le film dont Candy a vu quand il était gamin. Et c'est pour ça qu'il va acheter les jouets après, parce qu'il a adoré ce film.
et ça a bouleversé sa culture cinématographique, enfin voilà, comme on, voilà, comme l'a fait Star Wars à un moment donné avec une tonne de gamins, quoi. Clairement, c'est un peu cet impact-là, quoi. Et voilà, donc ça, c'est la scène de ma semaine. C'est même pas vraiment une scène, c'est juste un carton d'ouverture, enfin, une image d'ouverture, un fond fixe, une image fixe d'ouverture, avec juste un texte. Mais voilà, c'est ça ma scène de la semaine. Parce que c'est. Elle porte. Elle me porte, enfin, moi, elle me fait beaucoup réfléchir. Dès cette introduction, le film va se saboter tout seul, en fait. C'est assez terrible. Ils mettent toute l'intention du film dans cette phrase. Donc, qu'on va voir un film fictif dans le monde qui était diffusé dans le monde de Toy Story, qui a passionné Andy et qui a fait qu'il a acheté les jouets. Et donc, il y a vraiment la note d'attention qui est là. Et du coup, on s'attend un peu à ce que le film ait un cachet assez particulier au final. Moi, du coup, j'ai ça. Tout de suite, j'ai... Donc forcément, bien sûr, on va s'imaginer que ça va être... que ça va faire référence à de l'ancien film de SF, ce que le film fait, mais il ne le fait pas dans l'intention première. C'est ça qui est très perturbant. Le film va être, grosso modo, globalement, un film de science-fiction moderne et nostalgique. Donc, il va faire référence à un nombre incalculable de films de SF. Donc, les animateurs et tout se sont vraiment fait plaisir, hein, parce qu'il y a vraiment tous les trucs de SF qui ressortent dans le film, que ce soit Perdu dans l'espace, 2001 l'Odyssée de l'espace, Interstellar, tout y passe. C'est hallucinant. Donc pour ça, c'est assez jouissif. On peut même dire que c'est un assez bon film de SF, plutôt nostalgique, donc du coup, il lui manque quand même un petit quelque chose. Mais la promesse tenue au départ n'y est pas, parce que ça reste un film moderne, avec une imagerie très moderne. Et le premier truc qui m'a choqué, moi, c'est que y a des effets spéciaux qu'on pourrait tout simplement pas voir à l'époque où Andy a vu ce film. On s'attend à un film qui soit un petit peu kitsch. Enfin, moi, je m'attendais du coup à un film un peu kitsch. Là, ils me vendent un film... J'attends à voir un Star Wars, mais version Pixar, en gros. Et en plus, dans ma tête, je me dis, mais c'est hyper intéressant. Là, d'un seul coup, ils me font une promesse qui est en plus pas simple, parce que je me dis, c'est super intéressant avec des outils modernes d'aujourd'hui, avec les images de synthèse, la 3D, les choses qu'on n'avait pas du tout avant. Ils vont devoir limiter cet outil qui te permet de faire quasiment tout maintenant. Alors pas tout, hein. Faut pas croire que la 3D te permet de tout faire, mais ça te permet quand même de faire vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et moi, je me dis, ils vont devoir se limiter. Ils vont devoir limiter cette capacité à créer de l'imaginaire pour coller à une ambiance des années 80, tu vois, ou 90. Au pire, Toy Story, il est sorti dans les années 90, donc on peut dire que c'est un film de SF des années 90. Donc ils vont être obligés de coller un peu aux effets spéciaux de l'époque. Et dès le début, c'est pas le cas. Dès le début, dans Buzz l'éclair, on a un cachet moderne et c'est bourré d'effets spéciaux. Et un film comme ça aurait coûté une fortune. Alors, on a quand même eu des Star Wars, on a eu des trucs comme ça, hein, des films vraiment qui révolutionnaient un peu sur les effets spéciaux, mais pas que. Mais voilà, on a même des effets du coup à la Interstellar, des machins comme ça. On a des hologrammes de partout, on a un chat robot qui se balade assez tranquille, mais lui, c'est encore en animatronique, ça serait faisable. Mais il y a un aspect trop moderne déjà, de très très vite. Par exemple, il rencontre plein d'insectoïdes au tout début.
Euh, alors oui, on a eu par exemple c'est ce qui rappelle les insectoïdes dans Starship Troopers, mais là, Starship Troopers, il était de quelle année? Enfin, c'était déjà le début des images de synthèse. Le premier Toy Story, c'est lui qui a changé l'animation en 3D au cinéma. Donc avant ça, euh, il y avait des films à effets spéciaux en 3D, hein, mais c'était encore les balbutiements, j'ai envie de dire. En même temps, j'ai pas vérifié les films qui étaient sortis un peu à la même époque. 90. Bon, faudrait que je regarde, que je lance une recherche Google, bon, que je vais peut-être pas faire là tout de suite. Mais voilà, en tout cas, même encore maintenant, ce genre de films en réel sont pas toujours bien faits. Donc déjà à l'époque, voilà quoi. Et puis ça m'étonnerait que Starship Troopers soit le film qui est qui est mis des étoiles dans les yeux de Andy, quoi. Quoique, on sait jamais. Donc, et donc, dès le départ, en fait, et surtout tout le film, cette promesse n'est pas vraiment maintenue, en fait. Et du coup, voilà, ça. En fait, ils n'auraient pas mis ce carton, ils n'auraient pas mis ce petit écriteau en début de film. On aurait vu une aventure de Buzz l'éclair. Ça aurait fait un bon film SF. Ça aurait été un peu moins décevant, en fait. C'est fou comme des fois, juste un petit quelque chose, une petite phrase. Là, c'est vraiment juste deux lignes de texte qui viennent vraiment tout modifier la promesse et donc les attentes et donc la vision qu'on a du film. Et, euh, et voilà. Et même au niveau du jouet, du coup, en fait, ça me perturbe parce que donc le jouet serait calqué seulement sur la fin du film, en fait. Genre à la fin du film, ils repartent en vaisseau avec les costumes qu'il aura en version jouet et tout. Et on dit à cette version-là du jouet. Et même ça, on va dire que ça passe. Pourquoi pas? C'est possible que des gars qui ont fait, qui proposent les jouets auraient sorti une gamme comme ça suite au film. Hein, on va dire que ça passe, c'est cohérent, mais tu, tu, généralement, un jouet va être fait sur comment sont les personnages au sein du film, dans leur moment leur plus le plus épique et le plus marquant. Et même Zorg ne correspond absolument pas au personnage, en fait. Zorg ne correspond pas, à moins qu'il y ait un 2, en fait, et que les jouets soient basés sur ce deuxième film après, mais ça ne l'est pas dit. On ne le dit pas à la fin. Il n'y a pas un nouveau petit carton en disant et il y aura un deuxième film et les jouets sortiront par rapport à ce deuxième film. Donc, je sais pas. Les jouets qu'on avait de Star Wars, c'était Han Solo qui était habillé comme il est en Han Solo. C'était Luke qui était habillé en blanc là avec son sabre laser. Même si effectivement le sabre laser, il le récupère plutôt à la fin du film, hein, mais bon, voilà, c'est les tenues qu'ils ont sur les moments marquants des films. Et là, cette fin, c'est pas le moment marquant du film. C'est pas là où Buzz est le plus emblématique. Au pire, c'est au moment où c'est ce qu'ils auraient dû vendre, c'est le premier vaisseau avec lequel il essaye de faire le tour du soleil, parce que ça, ce vaisseau, il est super classe, donc c'est celui-là qu'on devrait avoir, et pas le vaisseau tout pourri qu'on a à la fin, qui va être du coup le design de la boîte dans lequel se retrouve le jouet. Enfin voilà, c'est pas hyper cohérent. Et c'est super embêtant. C'est super embêtant. On, on s'attend à avoir un film nostalgique, et on l'a. Hein. Moi, au niveau SF, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui m'ont fait extrêmement plaisir. Le film a un rythme quand même assez soutenu en plus. Donc, il est loin d'être mauvais, hein, le film. Mais
Mais voilà, il y a un petit mais quand même, hein. Même le film en lui-même, je vais pas en parler, il y a quand même des petites choses justement qui fait que ça manque quand même un petit quelque chose. Parce il y a des petites incohérences, il y a des petits trucs qui... Bon, mais rien de bien méchant, mais ça reste un bon film de SF. Ça reste une bonne aventure de Buzz l'éclair ou de spin-off de Buzz l'éclair. Mais non, c'est pas le film que Andy aurait vu dans sa jeunesse et qui lui aurait donné envie d'acheter les jouets. Moi, je m'attendais presque même à ce qu'il me fasse des petits effets, qu'il fasse des créatures qu'on sente que c'est un peu de la marionnette ou des trucs comme ça. Ça aurait été super intéressant de partir sur un visuel comme ça, surtout venant de Pixar. Pixar, ils auraient pu gérer ça de manière assez formidable. Ce côté un peu rétro, mais au sein des effets spéciaux, ça aurait été ouf. Avec même peut-être un grain sur l'image, comme si on regardait un ancien film sur bande magnétique, là, en cassette magnétique. Ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo. Mais voilà. Et ça me fait réfléchir donc à... Ça m'a rappelé en tout cas ce que je vous disais donc au début de ce podcast, et je vais refinir donc là-dessus. C'est qu'une œuvre, c'est avant tout une promesse et qu'elle doit essayer de tenir un tout petit peu. Si possible, la dépasser. Ça, c'est encore mieux. C'est quand elle te donne la promesse et qu'elle te donne même encore plus, et 3 fois plus que la promesse, là, t'es aux anges. Mais au moins maintenir la promesse. Je sais pas, t'as Terminator, on te promet un robot tueur qui essaye de tuer une nana. C'est ce que ça te donne et c'est super bon. Voilà. Et évidemment, il faut que ce soit bien fait. Mais même si c'est mal fait, mais que le film tient sa promesse, généralement, tu te dis, voilà, au moins, il y a ça qui est sauvé, quoi. Et c'est quelque chose d'assez important, au final, au sein d'une œuvre, cette promesse. Et les bandes annonces doivent essayer de vendre comme il faut cette promesse de film, ce que le film essaye de raconter, pour pas finalement gâcher les attentes par la suite. Mais ça, c'est encore un autre débat. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, c'était ma scène de la semaine. C'était Alan, je rends l'antenne. À vous les studios. Salut, bonne semaine, à bientôt.